Vous vous réveillez au son des cloches de l'église qui sonnent à travers les murs froids de la tour de Londres. Un frisson vous parcourt, mais ce n'est pas seulement à cause de l'humidité de la pierre. C'est le matin du 19 mai 1536, et ce son n'est pas un appel à la prière. C'est le glas qui sonne pour vous. Vos doigts effleurent la soie de votre robe, une dernière caresse sur un monde que vous êtes sur le point de quitter. À travers la fenêtre grillagée, le ciel de Londres est d'un gris maussade. Il y a moins de 2 ans, vous étiez la femme la plus puissante d'Angleterre, couronnée reine, portant dans votre ventre l'espoir de la dynastie Tudor. Votre nom, si quelqu'un ose encore le prononcer à voix haute, est Anne Boleyn. Mais les noms importent peu quand le roi a décidé que le vôtre devait être effacé. Votre crime? Ne pas avoir donné de fils. Les accusations officielles parlent d'adultère, d'inceste, de trahison, mais vous savez la vérité. Dans cette cellule qui est devenue votre tombeau avant l'heure, votre sang royal ne signifie plus rien si vous ne pouvez garantir la lignée. Vos dames d'honneur entrent, le visage baigné de larmes. Elles ne sont pas des gardiennes, pas des juges, juste des femmes terrifiées, témoins silencieuses de votre chute. Elles évitent votre regard, ces yeux sombres et vifs qui avaient autrefois captivé un roi et changé le cours de l'histoire. Elles vous tendent une dernière coupe de vin. Pas de mots, seulement des sanglots étouffés. Dehors, la cour se prépare à assister au spectacle. À l'intérieur, le silence est assourdissant, rompu seulement par les battements de votre cœur. Avant de plonger dans cette histoire tragique de pouvoir et de trahison, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime ». Le destin d'Anne Boleyn fut scellé non par la justice, mais par la politique et la déception d'un roi. En tant que seconde épouse d'Henri VIII, elle portait sur ses épaules un poids immense, celui de donner au royaume un héritier mâle, une obsession qui gouvernait chaque décision du monarque. Après des années de manœuvres pour l'épouser, allant jusqu'à rompre avec l'Église catholique de Rome, Henri plaçait en elle tous ses espoirs de pérenniser la dynastie Tudor. Mais lorsqu'Anne donna naissance à une fille, la future Élisabeth Eyre, puis subit plusieurs fausses couches, l'amour du roi se mua en impatience puis en mépris. Sa chute fut aussi rapide que son ascension avait été fulgurante. Incapable de lui fournir un fils, elle devint un obstacle à la quête d'Henri pour un nouvel amour et un nouvel héritier. La cour, un nid d'intrigues et de factions rivales, sentit le vent tourner. Les ennemis d'Anne, qui avaient longtemps attendu dans l'ombre, virent leur chance. Soudainement, des accusations d'une gravité sans précédent firent surface. On l'accusa non seulement d'adultère avec plusieurs hommes de la cour, mais aussi d'inceste avec son propre frère, George Boleyn. Ces crimes constituaient une haute trahison, car ils mettaient en doute la légitimité de la lignée royale et menaçaient la stabilité du trône. La plupart des historiens s'accordent aujourd'hui à dire que ces charges étaient entièrement fabriquées, une fiction macabre conçue dans le seul but de justifier son élimination. Anne, la femme pour qui un roi avait défié le pape, était désormais une reine en disgrâce, piégée dans un engrenage mortel qu'elle ne pouvait plus arrêter. Le procès qui s'ensuivit ne fut qu'une parodie de justice. Il était évident pour tous que le verdict était décidé d'avance. La machine politique, orchestrée en grande partie par Thomas Cromwell, le principal ministre du roi, s'était mise en marche pour écraser la reine. Cromwell, autrefois un allié de la famille Boleyn, était un pragmatique impitoyable. Voyant qu'Anne était devenue un passif politique pour Henry, il utilisa tout son savoir-faire juridique et son influence pour monter un dossier accablant contre elle. Les preuves étaient inexistantes, basées sur des rumeurs, des confessions obtenues sous la torture et des témoignages forcés. Les hommes accusés d'être ses amants furent jugés et condamnés avant même qu'Anne ne comparaisse devant ses pairs. Son propre oncle, le duc de Norfolk, présidait le tribunal, démontrant la cruauté et l'isolement total dans lequel elle se trouvait. Face à une assemblée d'hommes qui lui étaient tous hostiles, Anne se défendit avec éloquence et dignité, niant chaque accusation avec force. Mais ses paroles se heurtèrent à un mur de silence. Le procès n'était qu'une formalité, un spectacle public destiné à légitimer la décision du roi. Les accusations servaient un double objectif. Elles permettaient non seulement d'exécuter Anne, mais aussi d'annuler son mariage avec Henri, rendant leur fille Élisabeth illégitime et ouvrant ainsi la voie à un nouveau mariage royal, celui avec Jane Seymour, que le roi courtisait déjà ouvertement. Condamnée pour trahison, adultère et inceste, Anne Boleyn fut condamnée à être brûlée vive ou décapitée, au bon vouloir du roi. Dans un dernier acte de miséricorde, Henri VIII commua la sentence. Au lieu du supplice du feu ou de la hache brutale du bourreau anglais, il décréta qu'Anne serait exécutée par l'épée. Cette méthode, considérée comme plus rapide et moins barbare, était courante en France mais pratiquement inconnue en Angleterre. Ce choix n'était pas anodin.
Il revêtait une dimension symbolique forte, peut-être une dernière reconnaissance de son statut de reine, ou un clin d'œil à son éducation à la cour de France. Pour accomplir cette tâche, on fit venir spécialement de Calais, alors territoire anglais en France, un épéiste expert. Cet homme, dont le nom n'a pas été retenu par l'histoire, était réputé pour sa précision et sa rapidité. L'attente de son arrivée prolongea l'agonie d'Anne de plusieurs jours. Pendant ce temps, dans sa cellule de la Tour de Londres, elle se préparait à la mort. Les récits de ces derniers jours la décrivent comme alternant entre des moments de désespoir et une sorte de sérénité résignée, voire d'humour noir. Elle aurait touché son coup fin en plaisantant sur le fait que le bourreau n'aurait pas de mal à accomplir sa tâche. Ces préparatifs macabres, l'importation d'un spécialiste étranger pour une exécution royale, ajoutaient une couche de surréalisme et de tragédie à l'événement, transformant ce qui était déjà un drame politique en une mise en scène macabre et inoubliable. Le matin de son exécution, Anne gravit les marches de l'échafaud érigé sur Tower Green, un espace plus privé à l'intérieur de la Tour de Londres, réservé aux exécutions de personnages de haut rang. Face à la foule restreinte de témoins, elle prononça ces derniers mots. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre d'une femme se sachant victime d'une injustice flagrante, elle ne cria pas sa colère, ni ne clama son innocence avec véhémence. Ses paroles furent mesurées, prudentes, presque soumises. Elle loua la clémence du roi et demanda aux spectateurs de prier pour lui. Ce discours n'était pas un signe d'acceptation de sa culpabilité, mais un ultime acte de protection envers sa fille, Élisabeth. En ne défiant pas le roi une dernière fois, elle espérait préserver sa fille de la colère royale et lui assurer un avenir, même incertain. C'était le sacrifice final d'une mère. Après son discours, ces dames d'honneur, le cœur brisé, s'avancèrent pour l'aider dans ses derniers préparatifs. Elles retirèrent son manteau d'hermine et son collier, puis lui bandèrent les yeux avec un linge. Agenouillée, récitant ses dernières prières, elle attendit le coup fatal. L'épéiste français, pour ne pas la faire sursauter, aurait demandé son épée d'une voix forte pour détourner son attention, avant de la décapiter d'un seul coup net et précis. Le 19 mai 1536, la tête d'Anne Boleyn tomba. Son corps, privé de la dignité d'un cercueil approprié, fut placé dans un vieux coffre à flèches et enterré à la hâte, sans cérémonie, dans la chapelle Saint-Pierre ad Vincula, la chapelle paroissiale de la Tour de Londres. Elle rejoignait ainsi son frère et les autres hommes condamnés avec elle, inhumés dans ce même lieu après leur propre exécution. La mort d'Anne ne marqua pas seulement la fin d'une reine, mais aussi le début d'une campagne systématique pour l'effacer de l'histoire. Henri VIII, désireux d'éliminer tout souvenir de son mariage maudit, ordonna la destruction de ses portraits, le retrait de ses initiales entrelacées avec les siennes dans les palais royaux et le remplacement de ses armoiries. Le monogramme HNA fut méticuleusement effacé des murs, des tapisseries et des vitraux, souvent remplacé par celui de la nouvelle reine Jane Seymour. Le roi épousa d'ailleurs cette dernière à peine 11 jours après l'exécution d'Anne. Le message était clair. Anne Boleyn n'avait jamais existé, ou du moins, elle ne devait plus exister dans la mémoire collective du royaume. Cette tentative d'effacement mémoriel fut presque totale, plongeant la figure d'Anne dans l'ombre pendant des décennies. Pourtant, l'histoire a une façon de résister à l'oubli. L'héritage d'Anne Boleyn, que Henry avait tant cherché à anéantir, survécut à travers la personne qu'il avait cherché à délégitimer, sa fille. Lorsqu'Élisabeth I monta sur le trône en 1558, son long et glorieux règne permit une réhabilitation progressive de l'image de sa mère. Bien qu'Élisabeth n'ait que rarement parlé d'Anne en public, elle portait une bague contenant un portrait miniature d'elle-même et de sa mère, un trésor secret qui témoignait de son attachement filial. Sous son règne, Anne Boleyn commença à être perçue non plus comme une traîtresse adultère, mais comme une martyre de la réforme protestante, une figure pieuse injustement sacrifiée. Au fil des siècles, son histoire a continué de fasciner. Elle est devenue un mythe, une figure tragique et controversée dont la vie et la mort continuent de hanter l'imaginaire collectif. Symbole de l'ambition féminine brisée, victime d'un tyran ou manipulatrice punie pour son orgueil, son histoire est un miroir des tensions politiques et religieuses de son époque. Son exécution reste l'un des événements les plus dramatiques et les plus poignants de l'histoire anglaise, une cicatrice indélébile sur la conscience de la nation et la preuve que même les rois ne peuvent entièrement effacer la vérité.